Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du mercredi. Donc aujourd'hui un sujet sur les enfants et la CEP, pas les enfants que vous pouvez avoir en ayant une CEP, mais le diagnostic qui se fait tôt, donc enfant ou ado. Voilà, donc c'est un sujet, j'avoue qu'à la base je maîtrise mal, voire très peu, puisque malheureusement c'est quelque chose dont on ne parle pas. On ne parle jamais des enfants et des ados. On parle des adultes, bien sûr, trop peu, mais les enfants et les ados, on n'en parle pas du tout. Donc il a fallu que je fasse des recherches, j'ai travaillé un petit peu, donc j'ai eu du mal à trouver des textes là-dessus. J'ai fini par en trouver. Donc aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je vais lire, à part la fois où j'ai parlé de la vie intime, où j'avais lu un petit peu aussi, mais c'est vrai qu'en général, non, je le fais de manière spontanée. Mais là, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai trouvé, en sachant que je pense personnellement que l'avancée en fait de la science va pouvoir permettre, à mon avis, qu'on diagnostique des scléroses en plaques plus jeunes, puisque je pense que moi, dans mon cas, le premier épisode que j'ai eu était à 17 ans, mais même avant, quand on y réfléchit bien, c'était avant. Donc je pense que j'aurais peut-être pu être diagnostiquée bien plus tôt, mais bon, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'était d'autant plus difficile. Donc voilà. Mais donc je pense qu'avec l'arrivée des nouveaux diagnostics, enfin de l'avancée des progrès qu'on peut faire, ça va faire qu'on va diagnostiquer les jeunes plus facilement. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, j'ai trouvé plusieurs choses, disant que parmi les personnes atteintes par la sclérose en plaques, il y a entre 2 et 4% qui ont vu leur maladie débuter avant l'âge de 16 ans et 0,5% avant 10 ans. Donc j'avais même trouvé d'autres chiffres, mais ça se rejoint malgré tout, qui disaient entre 2,7 et 5% des personnes avant leur 18e anniversaire. Donc on est quand même dans une fourchette équivalente. Donc bah, voilà, c'est le pourcentage qui est celui-là. Il y a plusieurs éléments qui vont distinguer la sclérose en plaques de l'enfant à celle de l'adulte. Et commencer bien sûr par son caractère qui est plus rare, bien entendu. Donc dans la sclérose en plaques de l'enfant, certains symptômes de la sclérose de l'adulte sont plus présents et caractéristiques, alors que d'autres sont plus rares. Donc il y a des points communs bien sûr, mais il y a quand même des choses qui divergentes un petit peu. Donc des problèmes liés à la motricité, à l'équilibre, à la vision et à la sensibilité apparaissent chez les enfants atteints. Des démangeaisons, une diminution du sens du toucher, des fourmillements, le manque de coordination, des douleurs liées à la spasticité, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, le tonus musculaire excessif, des raideurs, seront des manifestations de ces troubles qui affectent l'enfant. Les troubles de la vision peuvent, eux, se manifester par une névrite optique. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas névrite optique, ben, c'est une inflammation d'un nerf optique. Oui. Donc la paralysie, qui est un des symptômes les plus sérieux de la sclérose en plaques, est beaucoup moins courante dans la sclérose en plaques des enfants. De même, les troubles touchant à l'appareil digestif et urinaire sont plus rares. Je n'ai pas dit qu'ils n'existaient pas, mais ils sont plus rares. Hein. La sclérose en plaques de l'enfant est également spécifique par la multiplicité de ces symptômes initiaux. Par exemple, il y a des céphalées, des problèmes psychologiques, comme des troubles du comportement, de la fièvre, la nausée ou encore des crises d'épilepsie aussi, qui pourront signaler un début de sclérose en plaques dans l'enfance. Mais, alors là, c'est pour les parents en général, vous ne dites pas mon enfant fait une crise d'épilepsie ou a de la fièvre ou autre, il a une sclérose en plaques. Non, non, hein, voilà, ça peut. Et au contraire, chez l'adulte, la pathologie démarre souvent par un symptôme unique. Alors, un terme que je ne connaissais pas, la rhombencéphalite. Qui est une autre spécificité de la maladie chez l'enfant. Il s'agit d'une affection qui touche au tronc cérébral. Elle se manifeste par une difficulté à parler, à déglutir, par des problèmes d'audition et des problèmes au niveau du visage,
tonus musculaire et sensibilité. Donc voilà, j'ai appris un terme, notamment la rhombencéphalite. Donc la sclérose en plaques est une maladie, comme vous le savez, multifactorielle, mais certaines causes ont une incidence parfois plus élevée dans le déclenchement de la maladie chez les enfants. Il existe apparemment 3 causes principales qui sont responsables du développement de la maladie chez l'enfant. Donc d'une part, il y a une cause génétique, puisqu'on, comme vous le savez, la maladie, la sclérose en plaques est génétique, mais on dit pas héréditaire, c'est pas moi qui le dis, mais la sclérose en plaques de l'enfance a en effet des probabilités plus importantes de déclencher lorsqu'il existe une hérédité. C'est pour ça que là, en l'occurrence, quand on dit que c'est génétique mais pas héréditaire, mais voilà. Donc j'avais dit que je reviendrai dessus parce qu'il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé, que dans sa famille, il y avait pas mal de dispositions, il y avait plusieurs membres qui étaient touchés. Donc voilà, donc quand il y a une hérédité dans la famille, il y a plus de prédisposition à ce que les enfants soient touchés. Ainsi, entre 6 et 8% des adultes qui ont débuté leur sclérose en plaques dans l'enfance avaient des antécédents familiaux. Donc il y a aussi une cause infectieuse, puisqu'une infection préalable à la maladie a été observée chez 29% des enfants. Néanmoins, on ne sait pas quel type d'infection pourrait favoriser le déclenchement de la sclérose en plaques. Et je pense que quand on aura trouvé justement le type d'infection, peut-être qu'on pourra bien avancer. Donc ainsi, il n'existe à ce jour aucune évidence incriminant un type d'infection spécifique et cette cause doit être soulevée avec des réserves. Et enfin, une cause environnementale, à savoir le tabagisme passif. Plus les enfants sont soumis au tabagisme des adultes, notamment en termes de durée d'exposition, plus la probabilité que cela favorise le développement de la sclérose en plaques augmente. Donc en général, la sclérose en plaques de l'enfance aura plus souvent une forme rémitante. Cela signifie qu'elle alternera entre des phases de poussée et des phases d'accalmie de la maladie. Dans de plus rares cas, il y aura une évolution progressive, mais à la base, c'est plutôt rémitante. Donc le traitement de la sclérose en plaques de l'enfant est très proche de celui mis en place pour les adultes. Contre les poussées, un traitement médicamenteux contre les corticoïdes sera proposé. Comme les corticoïdes, pardon. Le traitement dit de fond ne sera mis en place apparemment que si l'enfant a subi plus de 2 crises importantes la même année. Alors moi justement, quand on m'a diagnostiqué ma sclérose en plaques il y a 20 ans, c'était le cas. J'ai pas eu de traitement de fond parce qu'il fallait que j'ai 2 poussées dans la même année, enfin tout ça. Donc a priori, c'est pareil pour les enfants. Donc les interférences seront aussi un des moyens possibles au traitement de fond. Et alors, là est stipulé, bon, je trouve ça un petit peu idiot, mais je vous le dis ce que j'ai trouvé. Donc, pour soutenir l'enfant dans la maladie et veiller à ce que sa croissance soit le moins possible perturbée par la maladie, ce qui est, ça, il pourra bénéficier de séances chez le kiné, mais ça, le kiné, c'est bon pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ainsi qu'un suivi psychologique. Alors le suivi psychologique, c'est pareil, je pense qu'il est nécessaire pour les enfants, bien entendu, c'est très important, d'autant plus que quand on est enfant, même si on comprend peut-être moins les choses, quoique je pense que les enfants ont une maturité qui est souvent autre que les adultes, et je pense que les enfants sont souvent plus combattants que les adultes. Ils ont une maturité qui est autre et qui est souvent plus impressionnante que la nôtre adulte en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que pour tous les parents qui sont concernés, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu dépités parce qu'ils n'arrivent rien à trouver et en effet, en ayant fait des recherches, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Je pense qu'il faudrait que, ça doit exister, hein, mais il faudrait qu'il y ait plus de... Il y a les cafés CEP pour les adultes, mais je pense que les enfants, ça serait peut-être pas forcément adapté à eux. C'est vrai qu'il faudrait que les parents arrivent à se regrouper et puis à faire pas des cafés CEP, mais des coca CEP. Hein. Des coca CEP pour les enfants, mais c'est vrai que, voilà, je pense que il faut leur parler, oui, comme à des adultes et pas en les infantilisant, en leur disant que,
oui, leur expliquer exactement ce qu'ils ont, mais leur expliquer que ben, la science fait des progrès énormes. Et je vous dis, je pense que on va pouvoir faire des diagnostics de plus en plus tôt grâce à ces avancées. Et puis, ben, il faut pas leur mentir, il faut leur dire les choses clairement, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut vraiment ben, leur dire que oui, ils ont une maladie grave, c'est peut-être que le mot est fort, mais qu'ils ont une maladie qui est importante, mais que de toute façon on y arrivera, et d'autant plus eux en tant qu'enfants, ben, quand ils seront adultes, et ben, on croise les doigts pour eux qu'il y ait eu un traitement et qu'ils n'en entendent plus parler. Voilà quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un sujet que je ne maîtrise malheureusement pas bien. N'hésitez pas, vous en tant que parent, à me poser des questions ou à m'amener des choses que je ne connais pas, et puis pour pouvoir en reparler ultérieurement. Voilà. Continuez à m'envoyer des messages qui me font très très plaisir. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Là, je dois avoir, je vous dis, des chevilles énormes pour tous les compliments que vous me faites. Voilà, je les mérite sûrement pas, mais je vous dis, je les accepte avec grand plaisir et ça me fait un bien fou. Ça m'incite à continuer à faire des vidéos parce qu'apparemment vous avez l'air de les apprécier. Donc je suis très contente. La dernière fois je vous avais parlé d'une page Facebook Accept sur Facebook, et donc je voulais vous parler d'une autre qui s'appelle Handi Capable. Donc ça se prononce Handi, H-A-N-D-I, et plus loin Capable, Handi Capable. Donc c'est une super page, vous pouvez y aller, et voilà, vous verrez des gens très sympas. Donc n'hésitez pas à y aller. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dimanche. Dimanche, donc un sujet sur les aidants. Très important, les aidants. Donc plein de gros bisous. Et puis ben à dimanche.